Les Berbères du Maroc, qui sont-ils, que sont-ils? Partie 2. Chapitre suivant, les Berbères, un nom, une histoire. L'histoire des Berbères est intimement liée à l'Afrique du Nord. Dans l'Antiquité, plusieurs noms sont attribués aux confédérations qui les composent, notamment les Libyens, les Garamantes, les Maxi ou Mazi ou encore Meshwesh, les Gétules, les Numides, les Maures, les Éthiopiens. Au Maroc, il semble que quelques ensembles se soient partagés le pays, les Maures au nord et les Gétules et les Éthiopiens au sud. L'invasion vandale consacre le mot « barbare » d'origine gréco-romaine, ensuite repris par les Arabes pour désigner les habitants de l'Afrique du Nord, cette région qu'ils baptisent Maghreb ou Couchant. L'usage du mot « barbare » est fait dans les milieux érudits par les historiens et les géographes musulmans dont notamment Ibn Khaldoun, 1332 à 1406, qui consacra un ouvrage monumental à l'histoire des Berbères. Dans l'Europe du Moyen Âge, le même mot donne naissance aux termes « barbarie » et « berbère », qui nomment respectivement le pays et ses habitants. Le nom Imazighen, singulier. Amazigh, francisé en Amazigh, fait aujourd'hui l'unanimité parmi les intéressés eux-mêmes, au Maroc comme dans l'ensemble de l'Afrique du Nord et de la diaspora. Le féminin tamazigh est traditionnellement utilisé pour désigner le dialecte du Maroc central et par extension aujourd'hui la langue berbère dans son ensemble. L'origine de ce mot n'est cependant pas connue. Ibn Khaldoun présente le mot Amazigh comme le nom du patriarche du peuple berbère. Un sens répandu dans la littérature et parmi les militants du mouvement culturel berbère, MCA, est celui d'homme noble ou homme libre. La première acception s'est construite sur la base de la hiérarchie traditionnelle du Maroc présaharien qui place les Imazighen blancs au sommet d'une société stratifiée qui comprend également des communautés sédentaires de couleur noire ou métissée, des lignages maraboutiques ou chérifiens et des juifs. La seconde acception, celle du MCA, souligne un désir de liberté, une sublimation de l'appartenance nationaliste dans un contexte sociopolitique marqué par la revendication de droits linguistiques et culturels. L'étymologie du mot Amazigh semble dériver d'une racine bilitaire ZGH à laquelle le nom d'agent AM est préfixé. Cette racine aurait disparu depuis longtemps sans laisser d'autres traces que cet ethnonyme, écrit Salem Chaker, concluant que, au Maroc, Amazigh, Tamazigh renvoie donc assez nettement à une identification linguistique, connotée de manière très valorisante et impliquant la conscience d'une communauté dépassant le cadre régional dialectal. L'origine des Berbères a fait couler beaucoup d'encre. On leur a prêté des origines diverses et parfois des plus fantaisistes, indiennes, perses et mèdes, grecques et anatoliennes, cananéennes, yéménites ou encore ibériques, gauloises, nordiques, caucasiennes. C'est ce qui a fait dire à Gabriel Camp, il est sûrement plus difficile de rechercher les pays d'où ne viennent pas les Berbères. Il se demandait également, dans l'avertissement au premier volume de l'encyclopédie berbère, et si les Berbères ne venaient de nulle part. Car, la réponse scientifique à la question des origines de n'importe quelle communauté ne peut être recherchée que dans les sciences de l'homme, à commencer par la préhistoire et l'anthropologie. Les études les plus récentes tendent à créditer une origine locale aussi bien de la population que de certains traits de sa culture longtemps attribués à des influences allogènes. Une analyse génétique récente de l'ADN d'une trentaine de sépultures des Ibéro-Maurusiens du site de Tafogalt au nord-est du Maroc datée autour de 12 000 BP a révélé aussi bien une origine locale de cette population que, plus largement, une continuité génétique en Afrique du Nord. On est donc en mesure de supposer que les Berbères descendent en majeure partie de ce fond de proto-méditerranéen autour du I-10e Est BP. Ils participent à la révolution néolithique vers 6000 avenue J.C., dont la richesse est révélée par les formes et les décors des poteries ainsi que par un outillage nouveau fait de meules, de broyeurs et de polissoirs en pierre polie. Des éléments architecturaux apparaissent à la fin de cette période comme le cromlech de Mzora à proximité d'Azila. Les traits d'une culture berbère se mettent probablement déjà en place. La protohistoire s'annonce comme l'âge des métaux. Elle est attestée par quelques pièces archéologiques en bronze mais surtout par les gravures rupestres qui dévoilent une profusion de formes et de représentations. Ces gravures, qui comprennent une proportion importante d'armes métalliques, jusqu'à 60% à Loukaïmeden, sont surtout situées entre le Haut-Atlas et le Sahara. Elles renseignent sur les progrès de l'élevage, surtout bovin, et de l'armement. Les gravures se comptent par centaines et représentent des éléphants, des phacochères, des bovins, des équidés, des serpents, des hyènes, des félins, des formes anthropomorphes, des disques, des hallebardes, des boomerangs, des boucliers, quelques lignes d'inscriptions libico-berbères et des figures énigmatiques. Les représentations zoomorphes et anthropomorphes, plus schématisées, continueront d'orner des productions culturelles berbères, telles que tapis, bijoux, vanneries, boiseries, etc. Et si la vie pastorale est largement répandue,
la présence d'Arer parmi les gravures rupestres des sites du Yagour et de l'Oukaïmeden dans le Haut Atlas témoigne d'une connaissance et d'une pratique, même limitée, de l'agriculture. L'entrée des Berbères du Maroc dans l'histoire méditerranéenne se fait par le contact avec les Carthaginois. L'historien grec Hérodote décrit le commerce muet entre ces derniers et les Berbères au-delà des colonnes d'Hercule. De l'or est échangé contre des marchandises carthaginoises. Cette indication renvoie au célèbre périple d'Anon, roi des Carthaginois, le long des parties de la Libye situées au-dessus des colonnes d'Héraclès du Viest. Il y signale les Lixites, nomades faisant paître leurs troupeaux sur les bords du fleuve Lixus. La légende semble souvent envelopper ces périodes lointaines que les archéologues s'efforcent peu à peu d'éclairer aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est la généralisation d'une économie agropastorale, l'exploitation de mines de métaux précieux et la formation de communautés sédentaires puissantes disposant d'institutions politiques autour du Yves avenue Jésus-Christ. Quelques monuments funéraires de grande dimension tels que les tertres du Garbe, dont le tumulus de Sidi Slimane, attestent de la mise en place de telles formations. Nous sommes ici au début connu à ce jour de la Maurétanie, ce premier État berbère du Maroc avant l'occupation romaine. Il s'étendait au moins sur la partie septentrionale du pays entre le 3e et le 1er Est avenue Jésus-Christ. Il connut le règne de ce qui semble être une même dynastie, de Baga à Bogu en passant par Bokui, Sosu et Boku II. Si le siège, l'étendue et le rayonnement de ce royaume ne nous sont pas connus, il est certain en revanche qu'il a su garder son indépendance vis-à-vis des puissances méditerranéennes rivales, Carthage et Rome. Au cours de la seconde moitié du 1er Est avenue Jésus-Christ, Rome étendit sa domination sur le royaume de Maurétanie qu'elle scinda en deux parties, la Maurétanie tingitane et la Maurétanie césarienne. Sous le règne du roi Juba II, élevé à Rome après la mort de son père Juba, et celui de son fils Ptolémée, 2340 AP Jésus-Christ, la vie urbaine connaît un essor sans précédent. Les villes de Volubilis, Salah, Lixus, Banaza, Tamuda et d'autres, fondées à l'époque maurétanienne, s'enrichissent de nouvelles extensions urbaines et monumentales. Dans les régions montagneuses et méridionales du pays, la vie nomade semble prévaloir si bien qu'elles échappent au contrôle du pouvoir maurétanien, aussi bien avant que pendant le protectorat. Les Berbères sont alors divisés, les sédentaires vivant dans les villes du triangle nord-ouest et influencés par les modes de vie grecs, carthaginois et romains et ceux menant un mode de vie pastoral et luttant au besoin contre un pouvoir central désirant étendre son autorité. Monarque berbère cultivé, Juba II parcourait le pays, écrivant, s'informant de la flore et de la faune, collectionnant les objets d'art. Si ces ouvrages nous étaient parvenus, notamment ses Libica, nous en aurions appris davantage sur l'intérieur du pays. Son fils Ptolémée n'aura pas vécu aussi longtemps que son père puisqu'il est assassiné par l'empereur Caligula en 40 à Lyon en France pour avoir revêtu en sa présence un manteau rouge-pourpre, couleur impériale. Le royaume de Maurétanie est annexé par Rome. Les Berbères du Nord, menés par le chef Adémon, se révoltent contre l'occupation romaine pendant 4 ans. Les populations rurales se révoltèrent par la suite à plusieurs reprises, ce qui explique le nombre relativement important de camps militaires installés à proximité des villes. Les Autolols par exemple menacent la cité de Salah qui doit se protéger par un fossé fortifié. D'autres tribus berbères choisissent de faire la paix avec Rome telles les Baccates de la région de Volubilis et les Aigrans établis autour de Banaza. L'influence de Rome est limitée au triangle dont les sommets sont formés par les villes de Tingi, Volubilis et Salah. Une aristocratie citadine a adopté un mode de vie romain et les prénoms inscrits sur les stèles funéraires indiquent une latinisation de cette frange de la société berbère. En dehors des villes, la romanisation est diverse d'une tribu à l'autre. Vers 285, sous Dioclétien, Rome évacue les villes de l'intérieur. Au IVe siècle, les persécutions de l'Église ayant cessé, une partie de la population peut afficher sa conversion au christianisme. Durant le VE et le V-siècle, des royaumes berbères se forment dans la partie septentrionale du pays, l'un d'entre eux ayant sa capitale à Volubilis. À partir de la moitié du VS, une lente et irréversible reberbérisation est alors à l'œuvre. La conquête arabe omeyyade remonte à la fin du VIES, au terme de plus d'un demi-siècle de résistance. Si l'islam s'implante progressivement après maints soubresauts et sous une coloration berbère, l'arabisation s'avère très lente. Idriss, un arrière-petit-fils d'Ali, gendre du prophète, arriva au Maroc fuyant la persécution des Abbassides de Bagdad dont sa famille fut victime. Il est accueilli par la tribu berbère Aouraba qui lui donne en épouse Kenza et le proclame chef à Volubilis. Il règne de 788 à 791 et son fils Idriss II, devenu majeur, lui succède à la tête du royaume des Idrissides. Celui-ci ne contrôle qu'une partie du pays, les principautés berbères du schisme Kharedjite de Nakour dans le Rif et des Midrarites à Sigilmassa dans le sud-est et les Bergouata dans les plaines atlantiques du Taména,
qui ont créé une nouvelle religion partiellement inspirée de l'islam, contrôlant le reste. Le Xe et le Xe siècle sont marqués par des luttes idéologiques entre diverses puissances de l'Andalousie, de l'Ifriqiya et de l'Orient pour le contrôle de ces principautés marocaines. Apparaissent alors les trois branches majeures des Berbères du Maroc du Moyen Âge, les Zénètes au nord-est et dans l'oriental, les Masmoudas sur les côtes atlantiques et le sud-ouest et les Sanajas au centre et dans le Sahara. Le mouvement des Almoravides qui émerge parmi ces derniers prend progressivement le contrôle de l'ensemble de l'ouest saharien et de ses routes caravanières. Il se déclare réformateur religieux, remonte vers le centre du pays où il fonde Marrakech en 1070. Contrôlant une partie du Maghreb et de la péninsule ibérique, les Almoravides initient un syncrétisme fécond entre les cultures berbères et andalouses. Moins d'un siècle plus tard, ils sont supplantés par un autre mouvement réformateur, celui des Almohades, berbères issus du Haut-Atlas occidental. Ils unifient le Maghreb et l'Andalousie créant le plus vaste empire berbère de l'histoire entre 1130 et 1269. Ils déportent les tribus d'origine arabe des Beni Hilal dans le Tadla et le Garb. Les Almohades sont ensuite supplantés par les Mérinides, berbères nomades de l'oriental qui règnent jusqu'à la fin du Xives et peinent à conserver l'unité du Maghreb et encore moins l'Andalousie. Ces trois dynasties berbères vont poser les bases du Makhzen, le pouvoir central marocain, avec son administration, son protocole, son autoritarisme, son armée, l'arabe comme langue des correspondances, etc. Elles sont suivies par deux dynasties qui se réclament du chérifisme et qui conduisent une forte mobilisation contre les menaces ibériques sur les côtes marocaines. D'abord les Sadiens issus de la vallée du Dhéra et qui libèrent la majorité des présides occupés. Ensuite les Alaouites issus du Tafilaleh et qui règnent depuis 1660. Ils vont être confrontés aux convoitises européennes à partir de la deuxième moitié du XIXe suite à la prise d'Alger en 1830. L'affaiblissement du Makhzen encourage l'émergence de chefferies locales parmi les tribus berbères. La signature du traité du protectorat franco-espagnol par le sultan Moulay Abdelhafid en 1912 entraîne les Berbères dans la résistance à l'occupation coloniale. Pendant plus d'un quart de siècle, ils vont mener la guerre, notamment dans les montagnes, contre une force militaire puissante et lourdement armée. L'administration du protectorat, 1912-1956, prend le contrôle du Makhzen et du pays. Une nouvelle organisation territoriale est instaurée aussi bien en zone espagnole qu'en zone française. Le protectorat s'appuie sur les chefs locaux et organise l'administration judiciaire pour mieux asseoir son autorité. La société connaît des changements inédits, d'abord dans certains aspects de ses structures socio-économiques puis, plus lentement, dans sa culture immatérielle. Les catégories sociales, arabes et berbères, sont inventées sur une base exclusivement linguistique ignorant de fait l'unité profonde d'une culture plurilingue, berbère, arabe classique, darija, judéo-arabe. La première constitution du Maroc indépendant consacre en 1962 l'arabe comme langue officielle du pays. La dimension berbère de l'identité y est totalement exclue. Le Daïr de 1930, décret royal, dit Daïr berbère, et qui organise la justice dans une partie des régions berbérophones est instrumentalisé par les leaders du mouvement nationaliste unificateur sous l'influence du panarabisme. Mais des transformations socio-économiques et culturelles allaient lentement entraîner une redéfinition de cette orientation qui a longtemps fait du Maroc un pays exclusivement arabe. Or, au début du XXe, seuls quelques 10% de la population habitent la trentaine de médinas que compte le pays. Une bonne partie des ruraux et berbérophones et les arabes sont presque tous des berbères arabisés, parfois depuis bien longtemps comme les Jbala, parfois plus récemment comme les confédérations des plaines atlantiques. Une érosion progressive de la berbérophonie ne tarde pas à se mettre en place avec l'explosion démographique, l'exode rural et la nature du marché linguistique créé par l'administration coloniale puis par le Maroc indépendant. Le recensement de la population de 1994 montre, pour la première fois, un taux d'urbanisation positif avec seulement 48,3% de ruraux. La revendication des droits linguistiques et culturels berbères apparaît d'abord en ville où les nouveaux migrants sentent le poids du déracinement face à une identité arabo-musulmane officialisée par l'État. Cette revendication se fait de manière progressive, souvent tactique. Elle emprunte, parfois de manière inconsciente et inquiète, des chemins détournés ou des idéologies extrémistes comme celle de la gauche radicale ou l'islamisme militant. Dans la littérature développée par les associations berbères entre les années 1970 et le début des années 1990, la culture berbère est considérée comme un apport parmi d'autres, une composante parmi d'autres, de la culture nationale du Maroc. La promotion de l'arabité par le mouvement national et le palais a été telle qu'il était difficile, voire dangereux, de revendiquer une identité plurielle. Un nombre non négligeable de 2 ou 3 générations de Marocaines et de Marocains arabophones, berbérophones ou bilingues, se sont considérés comme arabes.
Une confusion identitaire en a résulté, donnant lieu à une schizophrénie linguistique consistant à considérer que parler la darija et avoir appris l'arabe classique à l'école revenait à être arabe. Une lente assimilation des deux langues a d'ailleurs germé dans bon nombre d'esprits, y compris de l'élite économique, politique et des intellectuels. Malgré la mise en perspective de la différence entre les deux idiomes par des esprits lucides tels que Mohamed Shafik, soulignant que la darija est le domaine de confluence entre l'amazigh et l'arabe, l'on continue encore aujourd'hui de considérer qu'il existe une sorte d'identité entre la langue officielle et la langue pratiquée tous les jours dans une relation de diglossie. Ensuite, on est passé, au cours des années 1990, à l'amplification de la composante berbère au sein de la culture nationale qui devient une composante majeure, une composante essentielle, une composante importante, etc. Le climat de relative ouverture politique consécutif à l'effondrement du mur de Berlin et au souffle des droits de l'homme explique cette avancée sémantique. De la culture berbère considérée comme une composante parmi d'autres, on est ainsi passé à une composante majeure de la culture nationale. Il revenait ainsi à considérer que si la culture marocaine est diverse, la dimension berbère en constitue une dimension essentielle, sans pour autant que l'on ait pris la peine d'en mesurer l'ampleur et l'étendue. Le manifeste amazigh, berbère, de 2000 a innové en parlant de l'amazigté du Maroc, c'est-à-dire berbérité. L'idée que ce pays est un pays berbère malgré des décennies de dénégation est une idée neuve. Elle s'est affranchie de la revendication traditionnelle des droits linguistiques et culturels, pour placer le débat à un niveau plus global, celui de l'identité présumée véritable du Maroc. Cependant, le manifeste présente une sorte de décalage entre un intitulé ambitieux et un contenu restrictif. Il semble qu'il n'a pas su, ou voulu, tirer toutes les conséquences d'un cadre théorique extensif. Au contraire, il a consacré une dichotomie entre berbérité et non-berbérité, s'inscrivant, par là même, dans la continuité des pratiques discursives ambiantes. Ainsi, dès le préambule du texte, le manifeste considère que l'une des deux grandes dimensions de l'identité marocaine est victime d'un déni pouvant avoir de sérieuses conséquences, c'est moi qui le souligne. Ce n'est qu'en situation de désespoir la non-satisfaction des revendications des berbères que le manifeste gomme la frontière qui sépare les deux dimensions, l'arabe et la berbère, rétablissant une berbérité tous azimuts, au cas où les panarabistes s'obstineraient à la renier, les imazigènes se trouveraient en droit de dénier à leur pays toute prétention à se vouloir arabe. Mais, dans l'ensemble, le manifeste fait prévaloir, notamment dans les 9 revendications qui en constituent la finalité, la dichotomie culturelle entre un Maroc berbère et un Maroc maxénien, présenté comme étant arabe. Saisissant le message d'une telle mobilisation qui a rassemblé autour du manifeste berbère plus de 229 intellectuels, le roi annonce dans son discours du 17 octobre 2001 à Agadir en plein Moyen Atlas que l'amazigh constitue un élément principal de la culture nationale et un patrimoine culturel dont la présence est manifestée dans toutes les expressions de l'histoire et de la civilisation marocaine. Il y annonce la création de l'Institut royal de la culture amazigh qui commence aussitôt son travail sous la direction de l'académicien Mohamed Shafik jusqu'en 2004, et depuis, de l'universitaire et sociolinguiste Ahmed Boukous. Malgré un bilan mitigé, l'IRCAM aura réussi à entamer la standardisation de la langue amazigh, à aider à l'introduction de la langue dans des écoles publiques, à effectuer des recherches, organiser des colloques, soutenir des associations, etc. L'une de ses plus brillantes réalisations est la codification de l'alphabet tifinagh, alphabet ancien du berbère, et sa reconnaissance par l'Organisation internationale de normalisation, ISO unique. Mais l'enseignement de la langue est, de l'avis de nombre d'observateurs, un échec pour plusieurs raisons, son caractère facultatif et les résistances à son enseignement dans certains établissements et milieux. Le fait est que la revendication d'une pleine reconnaissance de la berbérité demeure partiellement posée. Le mouvement du 20 février qui apparaît dans le sillage des révoltes nord-africaines et arabes semble en faire une de ses revendications, demandant la reconnaissance du berbère comme langue officielle aux côtés de l'arabe. Ces banderoles en apportent la preuve puisqu'elles comprennent des messages écrits en arabe, en berbère avec des caractères tifinagh et même en français. En plus du drapeau du Maroc, on peut voir dans les manifestations le drapeau berbère, bleu, vert, jaune frappé de la lettre rouge tifinagh Z. La réponse du roi n'a pas tardé puisqu'il annonce dans son discours du 9 mars 2011 la révision de la Constitution et la soumission à référendum d'un nouveau texte. Celui-ci est adopté le 1er juillet. Il accorde à la langue berbère le statut de deuxième langue officielle du Maroc au sein d'un régime de monarchie constitutionnelle. Cette reconnaissance, même tardive, a des conséquences insoupçonnées, notamment l'égard à une redéfinition de la culture marocaine.